Bonjour à tous, bienvenue à notre webinaire sur la reconversion professionnelle dans les métiers de l'informatique. Ce matin, vous étiez à peu près 200 inscrits, donc nous allons attendre quelques secondes encore pour permettre à d'autres personnes de se joindre à nous et nous lancerons notre webinaire. Je propose que nous commencions. Alors, pour commencer, je vous propose de faire un premier tour de table. Donc, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Odile Franchet, je suis Learning Architect chez Global Knowledge, un organisme de formation reconnu dans le monde de l'informatique pour ses formations techniques type Microsoft, Amazon et autres, mais aussi pour la partie gouvernance, gestion de projet ou soft skills. Cédric. Eh bien, un grand bonjour à vous tous. Merci de participer à ce webinaire. Alors, Cédric Dury, moi je fais partie de Sogeti. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous connaissez peut-être un peu mieux la marque Capgemini, qui est une des grandes ESN aujourd'hui, qui est internationale, puisqu'aujourd'hui c'est presque 350 000 personnes sur l'ensemble de la France. Donc moi, au sein de Sogeti, qui est une des marques de Capgemini, j'occupe le poste de directeur des offres. Donc, je pilote l'ensemble des offres pour Sogeti France, que ce soit tant d'un point de vue développement, mais aussi sur la data et sur le test. Et à ce titre-là, je pilote aussi deux service lines. Une première service line qui s'appelle Cloud et Technologies. C'est l'ensemble des activités en lien avec le développement, la data, le cloud. Et aujourd'hui, ça représente plus de 1600 développeurs, d'experts, d'architectes sur l'ensemble de la France. Et je pilote une deuxième service line qui s'appelle Quality Engineering and Testing. L'objectif de cette service line, c'est de détecter les anomalies, détecter les bugs dans les applications qui sont développées. Et aujourd'hui, c'est près de 650 personnes qui sont positionnées sur l'ensemble de ces métiers autour du test. Je suis dans le groupe depuis le groupe Capgemini depuis 2008 et donc ça me donne aujourd'hui un bon aperçu sur l'évolution des métiers de l'informatique. Et un grand merci Odile de m'avoir invité à ce webinaire. Avec grand plaisir. Donc, ce webinaire va se dérouler en 3 parties. Tout d'abord, nous allons vous montrer que l'informatique est un domaine qui recrute, puis nous nous arrêterons sur les métiers phares aujourd'hui dans ce domaine et nous finirons notre présentation avec les compétences recherchées par les entreprises quand ils vont sur des profils en reconversion. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous avez le chat à votre disposition. Donc, voici les données qui sont fournies par un rapport de la DARES sur les métiers qui vont recruter dans les prochaines années et les pénuries de main-d'œuvre attendues sur ces métiers. La DARES, pour information, c'est une direction qui est rattachée au ministère du Travail. Et ce rapport montre qu'il est attendu à peu près 115 000 créations de postes dans le domaine de l'informatique à l'horizon 2030. C'est à peu près une augmentation de 26% par rapport à 2019 sur ces créations de postes. Et du fait, cela met le métier de l'informatique en tête des métiers porteurs à l'horizon 2030. Ces 115 000 postes, en fait, ne concernent que les créations de postes prévues. Il ne faut pas oublier qu'en fait, il est prévu beaucoup de départs à la retraite d'ici 2030. Et dans le monde de l'informatique, c'est à peu près de l'ordre de 75 000 postes, ce qui fait qu'on peut partir de l'idée qu'il y aurait à peu près 200 000 postes à couvrir à l'horizon 2030 dans le domaine de l'informatique. Là, vous pourriez dire, très bien, mais il y a de jeunes diplômés qui vont arriver sur le marché du travail et qui vont venir combler ces postes. En fait, à l'horizon, il est à peu près prévu 150 000 jeunes diplômés arrivant sur le marché de l'emploi. Donc, ce qui fait qu'en gros, il reste tout de même à peu près 40 000 postes dans le domaine de l'informatique qui ne seront pas couverts par les métiers des jeunes qui vont arriver sur le marché du travail, ce qui quand même représente un gros volume.
Alors, il y avait une petite question pour vous. C'était de savoir s'il y avait un déséquilibre entre l'offre et la demande dans l'informatique. Donc, il y a un petit sondage qui devrait potentiellement arriver pour que vous puissiez nous dire un petit peu effectivement ce qu'il en est par rapport à votre ressenti sur le monde de l'informatique et sur ce déséquilibre qui apparaît à travers les slides proposés par la DARES sur ce sujet. Je vous laisse quelques secondes pour pouvoir répondre tranquillement. Bon, il semblerait que vous ne soyez pas en contradiction avec les chiffres que propose le ministère du Travail. C'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, je vous propose de continuer sur notre présentation. En fait, ce qu'il faut retenir de cette étude publiée par la DARES, qui n'est pas très vieille, puisqu'elle date de mars 2022, c'est que très clairement, il va y avoir une pénurie de profils pour les métiers de l'informatique dans les prochaines années. Et Cédric pourra vous dire que c'est déjà le cas et qu'il y a déjà de la pénurie sur ces profils-là, malgré les jeunes diplômés qui sont sortis il n'y a pas si longtemps que ça. Et que clairement, ces métiers s'adressent aussi à des personnes dont c'est la première expérience. C'est pas parce qu'on n'a pas travaillé dans ce domaine-là que les portes sont fermées. Donc clairement, le monde de l'informatique est une voie en or pour la reconversion professionnelle parce qu'il n'y aura jamais assez de jeunes diplômés pour couvrir ces besoins. Et donc, je dirais banco pour la partie reconversion dans le domaine de l'informatique. Alors, si je peux rebondir, Odile, Oui. sur le sujet, effectivement, c'est déjà le cas. Et je pense que, alors, je suis pas du tout surpris sur les chiffres qu'on peut voir aujourd'hui. L'étude est somme toute assez intéressante, puisque chez nous, ça représente une réalité. Et la réalité, elle n'est pas franco-française, elle est mondiale. Aujourd'hui, je travaille avec l'ensemble des pays. Je travaille beaucoup avec l'Inde. Je ne sais pas si vous savez, mais l'Inde, on appelle ça la DSI du monde, puisque aujourd'hui, Capgemini, sur 350 000 personnes, il y en a plus de 150 000 qui sont basées en Inde. Et bien, même en Inde, où on a énormément de ressources, on n'arrive pas à recruter. En France, maintenant, si je fais vraiment un focus sur la France, il faut savoir aujourd'hui qu'on a des ambitions très, très fortes de croissance. On a énormément de demandes de nos clients et on travaille pas uniquement, je voyais aussi au niveau de l'étude, c'est assez intéressant de se dire, mais finalement, quid des jeunes diplômés qui arrivent sur le marché? Eh bien, ça suffit pas. Ça suffit pas aujourd'hui, les jeunes diplômés, pour aller combler l'ensemble des demandes. Je pense que dans la stratégie de développement de Sogeti et de Capgemini dans son ensemble, la clé aujourd'hui, elle est par rapport au talent, elle est par rapport à l'expertise, elle est par rapport à nos capacités à délivrer et à proposer le service à nos clients. Alors pour ça, on travaille beaucoup avec des dispositifs, notamment de reconversion. C'est un élément central aujourd'hui de la croissance de Sogeti et de Capgemini. L'ensemble des personnes qui souhaitent se reconvertir dans les métiers de l'informatique. Ce qui est assez intéressant, je pense que très souvent, quand on ne connaît pas le milieu de l'informatique, on a l'image de l'ingénieur informaticien, celui qui va faire des lignes de code et puis qui est un développement ou un geek entre nous. Je pense qu'il faut sortir de cette image-là. C'est une petite portion des métiers de l'informatique aujourd'hui, le développement. Mais vous avez des tonnes de profils qui existent dans les métiers de l'informatique. Je pense aux chefs de projet. Je pense à ce qu'on appelle des business analysts. Les business analysts, c'est des personnes qui ont déjà peut-être eu une première expérience dans un métier, n'importe quel type de métier, n'importe quel type de secteur, puisqu'on adresse l'ensemble des secteurs et il n'y a pas un secteur qui est plus demandeur que l'autre. Aujourd'hui, l'ensemble des secteurs sont demandeurs de ressources en informatique. Vous avez déjà eu une expérience dans l'industrie, dans la finance, dans le retail, peu importe le secteur. Eh bien, ça, c'est intéressant, ça nous intéresse parce qu'à un moment, il faut des personnes aussi dans le service qu'on délivre, des personnes qui vont faire le lien entre nos fameux développeurs, ceux qui vont faire le code, et puis les métiers
quelque part, nos clients qui, eux, savent pas forcément s'adresser directement à un informaticien. Donc, il y a toute cette traduction à faire entre le besoin métier et puis le développeur qui va faire le code. Donc, tout ça, c'est un gros pan de Sogeti, hein. C'est à peu près, aujourd'hui, Sogeti France, on est 4000 personnes. On a à peu près 1000 personnes dont c'est le métier de traduire ces besoins des métiers vers les développeurs. Donc, je pense qu'il faut garder en tête, c'est les métiers de l'informatique, ce n'est pas uniquement des développeurs, des gens qui vont faire du code, c'est beaucoup plus large que ça. Merci Cédric. Alors, entre-temps, nous avons une question qui nous est arrivée, à savoir si est-ce que le rapport de la DARES donne plus d'informations sur le secteur de l'IT et donc l'analyse. Non, le rapport de la DARES est très général, il reste sur les métiers plus stratosphériques, puisqu'il va balayer du monde de l'informatique jusqu'au monde de la santé, voire d'autres métiers très porteurs aujourd'hui. Donc non, ce rapport-là ne donne pas plus d'informations sur les métiers de l'informatique, mais Cédric, qui est présent à nos côtés aujourd'hui, est un bon relais pour vous dire qu'effectivement, dans quel domaine et dans quel métier aujourd'hui les entreprises sont en recherche et en pénurie de postes et de profils pour le monde de l'informatique. Donc clairement... Non, alors je ne sais pas si je le développe maintenant parce qu'on a prévu aussi par la suite de faire un petit zoom sur, donc ça sera peut-être l'occasion de faire, un point spécifique sur les différents métiers de l'informatique. Je me permets juste de rebondir aussi sur une autre question, hein. Quand on parle de jeunes diplômés, est-ce qu'on est bien d'accord que les seniors qui se reconvertissent sont considérés comme jeunes diplômés? Pas forcément. On considère, moi, les jeunes diplômés, c'est vraiment les gens qui sortent au regard de Sogeti, de Capgemini, les jeunes diplômés, c'est les gens qui sortent d'école, donc qui n'ont pas eu d'expérience professionnelle en amont, finalement, de leur cursus. Et globalement, je distingue bien ces reconversions où, comme je disais tout à l'heure, on peut tirer parti et profit de vos premières expériences professionnelles qui ne seraient pas dans l'IT, hein, très clairement, parce que j'ai acquis une compétence métier qui va m'aider quelque part à déployer mon offre informatique dans un secteur très spécifique. Donc ça, c'est ultra intéressant vis-à-vis de nos clients. Aujourd'hui, quand je propose de développer une application, puisqu'on parle de ça, hein, typiquement, je vais développer une application dans le secteur de la finance. Si j'ai quelqu'un en face dans mes équipes qui a cette première expérience autour du secteur financier, peu importe, que ce soit, j'ai une première expérience, j'ai travaillé dans une banque, au guichet, où j'ai travaillé, peu importe le poste, mais j'ai cette première expérience, et bien tout de suite, ça va faire écho à nos clients. Et nous, ça va nous permettre, ça va nous donner aussi un avantage pour mieux comprendre le besoin client et mieux le traduire aux informaticiens qui doivent développer l'application. Bien, j'espère que ça a permis à la personne qui a posé la question de mieux cerner le sujet de ce qu'on entendait par jeune diplômé. Alors, comme dirait une pub que nous ne citerons pas, préjugé numéro 3, est-ce que le monde de l'informatique est un monde dédié aux hommes? Alors, je vous laisse quelques secondes pour répondre au sondage. Et est-ce que ce préjugé a la peau dure, comme on dit? Est-ce que nous avons quelques retours? Plutôt masculin. Plutôt masculin. Ah ah, donc le préjugé est là. Alors, sachez qu'en fait, l'informatique et les femmes, c'est une très vieille histoire d'amour, parce que la première ébauche de programme informatique qui a été faite, elle date de 1853 et elle a été faite par une femme qui s'appelait Ada Lovelace. Et vous voyez là sur la présentation, il y a même une icône de Hollywood qui a publié un brevet sur la sécurité dans le monde de l'informatique et qui est encore utilisé aujourd'hui. C'était Eddie Lamar et elle travaillait accessoirement avec Cécile B. DeMille. Donc en fait, il faut savoir que dans les années 50 à peu près, la répartition entre les hommes et les femmes dans le monde de l'informatique, elle était à l'équilibre. Donc, c'était un milieu où il y avait à peu près 50% d'hommes, 50% de femmes. C'était encore vrai dans les années 70. Et alors aujourd'hui, on voit que ça s'effondre et qu'aujourd'hui, les femmes ne représentent plus que 30% de la population informatique. Or, pourtant,
Ce n'est absolument pas un métier qui est réservé aux hommes, bien au contraire, n'est-ce pas Cédric? Eh bien, je dirais, alors je vois Margaret Hamilton, je pense qu'elle est arrivée 50 ans trop tôt. C'est-à-dire que Margaret Hamilton, aujourd'hui, elle serait propulsée vraiment sur le devant de la scène. Là où elle est restée malheureusement dans l'ombre pendant très longtemps, elle était à la NASA, hein, je crois, C'est ça. et elle est restée très longtemps dans l'ombre. Aujourd'hui, pourquoi je vous dis ça? Parce que effectivement, les femmes dans le milieu de l'IT, c'est en tout cas un enjeu très très fort du groupe Capgemini. J'étais encore en meeting ce matin à ce sujet-là, justement, en disant mais comment on arrive à promouvoir mieux cette filière et en tout cas à, à- à avoir une parité. Aujourd'hui, chez Capgemini, on a 30% hein, de manière générale, donc on est dans les stats, je dirais malheureusement les stats qu'on peut voir ici et les stats françaises. Par contre, quand je regarde ce qui se passe au niveau du Maroc, 50% de femmes. Quand je regarde ce qui se passe au niveau de l'Inde, 50% de femmes. Donc, c'est pas un métier qui est réservé qu'aux hommes ou qui est un milieu plutôt masculin. C'est qu'aujourd'hui, je pense que ça se prend très tôt aussi, hein, c'est des filières qui souffrent, qui souffrent très profondément du manque d'attrait pour les dames, justement. Et donc, il y a tout un programme au sein de Sogeti, au sein de Capgemini, pour promouvoir ces métiers auprès des dames, justement pour que de plus en plus, on arrive à avoir une meilleure parité sur les métiers hommes-femmes. Il faut savoir que quand vous rentrez chez nous, vous avez tout un tas de programmes d'accompagnement. On est très vigilant aussi à s'assurer qu'il y ait une parfaite équité dans les progressions de carrière entre les hommes et les femmes sur tous les types de profils, y compris les postes de direction. C'est très important. Et on souhaite justement que les comités de direction au sein de Sogeti, au sein de Capgemini, soient occupés à part entière aussi, à part égale, pardon, par des profils féminins. Oui, parce qu'effectivement, les 30% de représentation, c'est tout poste confondu. Plus on monte dans la hiérarchie, plus le nombre de femmes diminue, puisqu'il est de l'ordre de 18%, si ma mémoire est bonne, au niveau de la hiérarchie, au niveau de la représentation des femmes. Voilà. Donc, mesdames, si vous êtes avec nous, bienvenue dans le monde de l'informatique. Il ne vous est pas fermé, loin s'en faut. Alors, très bien, le monde de l'informatique, c'est quand même beaucoup de domaines et il y en a certains qui sont encore plus porteurs que d'autres, liés à deux grands phénomènes. Le premier, c'est avec l'essor des GAFAM. Nous avons vu une explosion des données qui traversaient sur les réseaux et la donnée est une source d'information inépuisable. Et l'autre phénomène, c'est qu'avec la crise sanitaire que nous avons vécue, qui nous a fait bien souffrir, a quand même facilité de l'autre côté énormément le télétravail. Le télétravail s'est énormément démocratisé et avec lui a enclenché beaucoup d'autres phénomènes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, sur le monde de l'informatique, il y a 4 grands domaines qui vont être porteurs, que sont le cloud computing, la cybersécurité, le domaine de la data avec tout ce qui va tourner autour du traitement de la data. Et derrière la data va venir tout ce qui touche à l'intelligence artificielle et donc lié à l'intelligence artificielle, tout le monde du développement qui a une tendance à revenir en France. Donc, si je peux compléter juste sur cette voilà. partie-là, pardon. Bien, parce que j'allais dire, voilà, Cédric, dites-nous en plus sur les métiers Ouais. Alors, phares. peut-être juste sur la planche avant pour Oui, avec plaisir. pour revenir un petit peu sur la planche avant. Je pense que la crise sanitaire, ça a été un révélateur et un accélérateur. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé de la digitalisation. Les grandes entreprises, de manière générale, étaient conscientes hein, du fait qu'il fallait déployer de plus en plus ce qu'on appelle le new normal chez nous, mais c'est les nouvelles façons de travailler. Je pense que sur toutes les embauches qu'on fait, la première question que nous posent nos candidats, c'est est-ce que vous proposez du télétravail? Très clairement. Hein. Et aujourd'hui, une entreprise qui ne propose pas du télétravail dans un marché qui est pénurique, hein, c'est ce qu'on disait en introduction, un marché qui est pénurique sur des profils informatiques, bah, c'est très compliqué d'attirer chez nous les talents, nos experts de demain, les personnes qui vont participer justement à délivrer les services chez nos clients. Donc chez nous, par exemple, on a mis en place le télétravail, on a mis entre 20, alors c'est des accords, il y a entre 20 et 70% de télétravail
c'est dans le contrat de travail et après c'est à négocier en fonction des managers justement pour voir et en fonction surtout des contraintes clients parce qu'il y a certains clients qui veulent pas forcément de tel niveau de télétravail. Euh, donc en tout cas, la crise sanitaire, c'était un vrai révélateur. Je me rappelle quand est arrivé les premières vagues de Covid, qu'il a fallu mettre 100% des personnes en télétravail, ça a été compliqué. Ça a été compliqué d'autant plus pour nos clients qui n'étaient pas prêts. Et ils n'étaient pas prêts pour plusieurs raisons. La première, est-ce que j'avais bien les bons outils pour faire du télétravail? Est-ce que j'ai typiquement les outils de visioconférence? Est-ce que j'ai des outils collaboratifs qui permettent aux employés de travailler entre eux tout en restant à son domicile? Donc il a fallu mettre tout ça en place. Mais derrière, c'est tout le système d'information qui ne suivait pas. Parce que c'est différent si je me connecte depuis mon poste de travail sur le système d'information de l'entreprise versus si je me connecte depuis l'entreprise. Et c'est là où le cloud, du coup, et on voit bien la flèche, et les deux flèches d'ailleurs, un élément sur la partie cloud, un élément sur la cybersécurité. Si je n'ai pas un système d'information qui est ouvert et qui repose sur des technologies telles que le cloud, eh bien, j'étais cuit. Et mon système, on a vu des systèmes d'information d'entreprise s'effondrer suite au premier confinement, tout simplement parce qu'ils n'étaient pas prévus pour être ouverts à l'extérieur. Donc, je dirais quelque part, ça a contribué à moderniser toutes les infrastructures, tous les systèmes d'information des entreprises. Et donc, le cloud, aujourd'hui, c'est l'essor, on le voit partout, hein, et tous nos clients souhaitent migrer leurs applications, souhaitent migrer leurs données sur le cloud. Et puis l'utilisation du cloud, ça a ouvert une nouvelle brèche, et notamment pour nos amis les pirates informatiques. Et donc, il y a toute une branche. J'ai vu un sondage récemment au niveau de la France. La première préoccupation de l'ensemble des directeurs des systèmes informatiques des entreprises, c'est la cybersécurité. Et on a de plus en plus aujourd'hui, ça c'est lié à l'ouverture justement, et la partie télétravail, l'ouverture des systèmes d'information à l'extérieur, on a de plus en plus d'anecdotes quelque part ou de malheureuses anecdotes où des pirates ont réussi à intégrer des CHU, à intégrer des organismes publics, à intégrer des entreprises particulières et à craquer les systèmes et à voler et dérober des données qui pouvaient être confidentielles. Donc, les métiers de la cybersécurité, c'est un vrai métier qui est en explosion et je dirais même exponentielle par rapport à l'ensemble des compétences qu'on recherche au niveau de l'informatique. Donc ça, c'est la première partie qui est liée complètement à la crise sanitaire et quelque part à la digitalisation et la volonté d'ouvrir son système d'information à l'utilisateur final. La deuxième partie, c'est le big data. Ce qu'on appelle le big data, c'est effectivement la donnée. Alors, vous avez, comme Odile le disait, hein, vous avez tous les GAFA, vous avez Facebook, vous avez Amazon, vous avez tous ces gens-là qui produisent des données. Vous vous rappelez hein, ce qu'on dit, hein, c'est ce qu'on dit, hein, quand le produit est gratuit, c'est vous le produit. Donc, qu'est-ce qu'ils font Facebook? Ils récupèrent tout un tas de données. Mais on pointe beaucoup les GAFA. Mais en fait, l'ensemble des entreprises disposent de tonnes de données que ce soit les banques qui connaissent tout de vos habitudes de paiement, que ce soit comment dire, les Google typiquement. On a lancé un projet là, d'ailleurs qui est complètement public, hein, c'est pour ça que je peux communiquer dessus, mais auprès de la direction de répression des fraudes pour analyser les cartes de Google Maps pour savoir si des gens avaient fait des piscines qui n'étaient pas déclarées au fisc. Et ça, c'est une intelligence artificielle qui va analyser les cartes Google. Donc tout ça, c'est des projets qui tournent autour de la data. Donc la data, il y en a partout. Maintenant, les entreprises, elles nous posent la question, mais moi, je suis assis sur une mine d'or, comment je valorise cette donnée? Comment j'arrive à ces données, à les exploiter pour, faire de l'argent, mais aussi pour peut-être proposer un meilleur service à mes clients. Et de plus en plus, et on le voit chez pas mal de nos clients, les clients souhaitent orienter leur système d'information autour de la donnée. C'est plus un ensemble d'applications, c'est un gros machin, entre guillemets, qui va traiter de la donnée. Et finalement, ce qui est précieux dans un système d'information, c'est l'information, c'est la donnée. On en a de plus en plus, vous avez entendu parler aussi des objets connectés, hein, l'IoT par exemple, tout ce que les frigos connectés, les cocottes minutes connectées, etc. Donc ça génère aussi énormément de données. Et donc on arrive sur des nouvelles technologies qui vont devoir traiter de la donnée en volume, en masse.
Et ça, c'est uniquement la partie intelligence artificielle qui va pouvoir traiter ça, parce que manuellement, on ne sait plus traiter l'intégralité de ces données. C'est-à-dire que maintenant, on est en capacité, on a eu beaucoup d'exemples, notamment dans le domaine médical, pour faire de la corrélation entre des millions et des millions de radios du poumon, typiquement, et puis se dire, bah, finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait un point commun entre ces différentes, entre les différentes radios du poumon qui diagnostiquaient un cancer. Et donc, ça peut devenir un véritable outil à la décision. Et à chaque fois que j'ai une nouvelle radio du poumon, on peut aider le métier via une intelligence artificielle à dire, attendez, toi, tu l'as peut-être pas vu, mais moi, si je compare à l'ensemble de la base de données mondiale, eh bien, je soupçonne que à ce niveau-là, il y a peut-être le développement d'une tumeur ou développement d'un cancer. Ça sert à ça, l'intelligence artificielle. Ça ne sert pas à remplacer l'être humain. On est très loin de ce qu'on peut voir dans la science-fiction avec la conscience artificielle, etc. Et ça, je pense, c'est un autre débat. L'intelligence artificielle, ça reste des algorithmes et ça reste très performant, mais ça reste surtout au service des métiers. Merci. Tu as des questions? Je veux qu'on les fasse maintenant une question. Alors là, vous avez un aperçu des métiers, si vous allez sur Internet, que vous tapez dans les moteurs de recherche, des métiers phares que vous allez pouvoir voir apparaître. Donc, tout ce qui tourne autour du cloud, le consultant cloud, l'architecte cloud, l'ingénieur cloud. Et puis donc, lié au cloud, vous allez trouver des mots qui sont du DevOps. Donc, on pourrait y passer des heures à vous parler de DevOps. Vous allez trouver des choses plus proches de la cybersécurité avec l'ingénieur cybersécurité, l'analyste SOC, le consultant fonctionnel, plus sur la data. Donc, je ne vais pas tous vous les citer. Et moi, ce qu'on aimerait savoir, c'est faire un petit sondage auprès de vous pour savoir, parmi les domaines dont on vient de vous parler, s'il y en a un qui résonnerait plus pour vous que des trois autres. Voilà. Donc, je vous laisse quelques secondes pour nous répondre. Quelques questions. Non, quelques réponses. Donc, la data attire. La data semble prendre le pas, le développement aussi, bien. Le cloud computing serait peut-être plus énigmatique, semble-t-il. Très bien. Alors, ce que je vous propose, c'est que nous continuions en vous présentant quelques métiers. Alors, pas tous, parce que là, en 45 minutes, nous n'aurions pas le temps, mais on va se focaliser sur quelques métiers cibles. Donc voilà, je vous présente Johanna. Johanna, elle est data analyst. Alors, en quoi consiste son métier, Johanna? C'est bien simplement, elle va aller récolter les données de son entreprise par rapport à un sujet donné et elle va essayer elle va même réussir à les faire parler, ces données, et à permettre de produire des rapports qui vont permettre à ses collègues, eux, de prendre des décisions utiles pour l'entreprise par rapport aux données qu'elle a pu récolter. Alors, cette amie Johanna, en fait, elle aime communiquer, elle est toujours partante. Donc voilà, donc son quotidien à elle, ça va être de discuter, d'échanger, de faire des réunions, de communiquer. Elle va aussi récolter, elle va faire des rapports. Mais ça tombe bien parce que comme elle aime beaucoup parler et qu'elle aime le contact avec les autres, elle va pouvoir le mettre au profit des autres. Et elle comble avec son appétence pour les mathématiques et les statistiques. Parce que quand on est data analyst, on travaille beaucoup avec les chiffres. Alors, il faut aimer les chiffres. Et voilà, c'est quelque chose sur lequel elle se passionne. C'est un petit peu le métier de data analyst. Cédric, tu souhaites compléter ? Oui, ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que les données, il faut les faire parler. Et donc, c'est la demande essentielle de nos clients. C'est aujourd'hui, moi, je suis assis sur une mine d'or, tout un tas de données, et on a besoin justement des profils comme Johanna pour aller analyser ces données. Alors derrière, effectivement, il y a du Python, il y a du R, il y a des méthodes d'algorithmes qui vont nous permettre, vous avez peut-être entendu parler de Data Lake, c'est un gros lac de données où on va tout mettre, et c'est pas forcément structuré. C'est du MP3, c'est de l'image, c'est de la donnée en base de données, etc. Et puis Johanna, son travail, ça va être de faire des algorithmes qui vont permettre d'aller analyser un petit peu tout ça et puis d'en tirer la substantifique moelle qui va pouvoir aider les métiers à développer leur business. Voilà. Si vous avez des questions sur les différents métiers qu'on va vous présenter, je vous propose de les poser dans le chat et puis à la fin, quand on aura présenté tous les métiers, si le temps nous le permet, nous répondrons à vos questions.
Alors, la deuxième personne que je vous présente, c'est Elisabeth. Alors, Elisabeth, elle est ingénieure DevOps. Alors, DevOps, en fait, elle se retrouve dans un métier qui est à la frontière entre deux mondes, le monde des développeurs et le monde des administrateurs. En général, c'est des mondes qui ont un petit peu de mal à se parler entre eux, des fois, qui ont des difficultés de compréhension. Et donc, elle va les aider au quotidien à pouvoir communiquer entre eux et à échanger des informations. Alors, forcément, elle va être tout le temps en train d'apprendre parce que c'est quand même un métier qui évolue beaucoup avec des technologies qui évoluent souvent. Et elle va allier le fait de pouvoir aider des gens à communiquer et à parler avec le fait de pouvoir travailler sur de la technique. Donc, c'est un domaine qui est en perpétuelle évolution et en fonction des entreprises dans lesquelles elle va se positionner, elle aura peut-être parfois un peu plus de développement, parfois un peu plus d'administration, mais quel bonheur parce qu'elle va continuellement apprendre et c'est ce qu'elle aime. Si je peux faire le lien un petit peu aussi avec le cloud, parce que c'est intéressant, hein. DevOps, on le voit beaucoup dans les métiers du cloud notamment. DevOps, c'est développement et opération, hein. Donc développement, c'est les personnes qui vont développer des applications. Opération, c'est ceux qui vont gérer les serveurs, les bases de données, etc. Donc à un moment, l'un a besoin de l'autre et l'autre a besoin de l'un. Donc Elisabeth, elle fait le lien entre tout ça, mais de plus en plus, on voit que nos clients, je vous le disais tout à l'heure, hein, veulent mettre leurs applications non plus sur des serveurs chez eux dans leur data center, mais directement sur le cloud. Donc Elisabeth, il faudra aussi qu'elle connaisse le cloud. Alors ça tombe bien, on a de la chance, c'est les mêmes outils. Quand je vois Ansible, Jenkins, Docker, c'est toute la suite qu'on utilise pour nos data centers chez nous, mais aussi qu'on va utiliser dans le cloud. Donc Elisabeth, elle va être très précieuse dans ce qu'on appelle des pizza teams ou des feature teams, ou tout ce qui est la littérature autour des développements agiles, pour faire le lien entre les devs et puis les infrastructures qui vont héberger les applications. Alors justement, nous avons parlé du cloud. Eh bien, William, lui, il a décidé d'aller travailler dans le cloud computing. Et c'est un domaine où justement, il découvre des fonctionnalités nouvelles tous les jours. Le cloud est tout le temps en train d'évoluer, tout le temps en train d'acquérir de nouvelles fonctionnalités. Et ça tombe bien parce que s'informer, se former et former, c'est le plaisir de William. Donc, il se prend beaucoup de plaisir à accompagner ses clients, qu'ils soient des clients internes ou des clients externes, à leur permettre de profiter de ce que le cloud peut leur apporter pour héberger toutes leurs applications dans ce nouvel environnement. Et Cédric est bien placé parce que quand il s'est présenté, il vous a dit qu'il était directeur de la ligne du cloud computing, donc il connaît très bien ce domaine. Ouais, je connais très bien le domaine. J'ai très régulièrement. Vous avez trois grands acteurs, hein, sur le marché. Vous avez Amazon, vous avez Microsoft et vous avez Google. C'est les trois grands cloud providers aujourd'hui qui sont présents sur le marché. J'en connais très bien deux, Microsoft et Google, avec qui je discute très 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 régulièrement. Aujourd'hui, l'architecte cloud, c'est une des compétences qui est très 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 recherchée chez nos clients, dans les ESN, qui est recherchée partout. Je vois un salaire entre 40 et 50 kilos euros pour moins de 2 ans d'expérience, et je vous promets que ça augmente très 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 vite dès qu'on acquiert un petit peu d'expérience, et ça peut doubler voire tripler, hein. Et c'est ça que je vois aujourd'hui sur le marché aussi, d'un point de vue expérience. Si vous arrivez à obtenir des très hauts niveaux de certification, alors il faut savoir que vous avez tout un tas de certifications, hein, qui existent, notamment autour d'Azure, d'Amazon, de Google, et c'est ce qui est recherché aujourd'hui par le marché. Donc l'expérience, si vous êtes aujourd'hui l'architecte, il faut voir ça par rapport au métier du développement. Faites l'analogie avec la construction et les travaux. L'architecte, c'est celui qui va faire les plans, qui va concevoir un système d'information. Donc c'est l'équivalent de l'architecte qui va construire, enfin qui va imaginer les plans de votre maison. Et puis derrière, vous avez les développeurs qui seront plutôt la maîtrise d'ouvrage qu'on va retrouver dans le secteur des travaux. Et justement, l'architecte, c'est lui qui va proposer les différentes briques du cloud. Donc c'est un métier où on est tout le temps en train de, parce que ça évolue très 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 vite, hein, il y a tout le temps des tonnes de nouvelles solutions. Amazon, Google, Microsoft proposent chaque année, même tous les 6 mois, proposent des nouvelles solutions, des nouveaux produits. Donc l'architecte, il doit maîtriser tout ça. Donc c'est réservé aussi à des personnes qui sont très curieuses. Je le vois sur la fiche, mais c'est important parce qu'on est tout le temps en veille. Et nous, on est très vigilants, en tout cas chez Sogeti, chez Capgemini, à laisser du temps à nos architectes pour qu'ils puissent aussi faire de la veille technologie sur ces nouvelles solutions qui sont proposées par les cloud providers. Je vois que le temps passe. Donc, je vous présente maintenant Keira. Et Keira, elle a opté pour la cybersécurité. Comme disait Cédric, c'est un domaine qui est en forte expansion.
Et donc, en fait, Keira, c'est un domaine où elle va pouvoir accompagner aussi bien les utilisateurs que les entreprises en tant que telles pour justement protéger ces fameuses données qui sont tant importantes aujourd'hui et qui permettent aux entreprises d'apprendre énormément de choses. En fait, quand on est dans le domaine de la cybersécurité, elle peut avoir plusieurs options. Soit elle peut se spécialiser sur des solutions techniques pour sécuriser en tant que telle, mais elle peut aussi vouloir prendre de la hauteur et se dire, voilà, je vais plutôt accompagner mon entreprise dans la stratégie. Alors, c'est bien parce qu'en fait, comme elle aime apprendre des nouvelles technologies, elle pourrait se spécialiser sur ces technologies-là, mais elle aime bien aussi la chefferie de projet, ce qui lui permettra de prendre du recul pour pouvoir gérer de façon ou piloter de façon plus haute la cybersécurité. Et donc, elle a des possibilités d'évolution assez riches. Les métiers de la cyber, ils sont très très variés. C'est large, hein, la cybersécurité. Ça peut être effectivement regarder les failles de sécurité qu'il peut y avoir au niveau des infrastructures. Ça peut être dans le code, dans les développements applicatifs. Donc, on fait des tests d'intrusion, typiquement. Ça peut être du monitoring de sécurité. Donc, c'est des personnes qui vont surveiller un système d'information pour vérifier en temps réel s'il n'y a pas des attaques et pouvoir contrer ces attaques en temps réel. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les SOC, hein, les Security Operations Center. Et c'est vraiment ça, c'est les organismes qui surveillent en temps réel le système d'information de nos clients. Donc c'est très très large. C'est de l'accompagnement, de l'expertise de nos clients pour leur dire, ben voilà votre système d'information, si vous voulez renforcer la sécurité, voilà ce qu'il faut faire. Et puis c'est très en lien, je fais beaucoup de liens avec le cloud, mais on a beaucoup de demandes, notamment dans comment je sécurise mon cloud, comment je m'assure. Alors, les cloud providers, ils sont très sécurisés, hein, beaucoup plus. D'ailleurs, ils mettent des milliards là-dedans parce que ça fait toujours mauvais effet de faire la une des journaux quand Microsoft, Google s'est fait pirater. Donc, ils mettent des milliards, ils investissent des milliards, mais après, c'est les couches au-dessus où on peut générer des failles d'intrusion. Et donc, les métiers comme Kira sont hyper importants justement pour venir sécuriser ces surcouches qu'on va mettre par-dessus le cloud. Alors, Jimmy, lui, il est parti dans le domaine de l'ingénierie qualité logicielle. Alors, en quoi ça consiste? Cédric est très bien placé pour en parler. Sogeti aime beaucoup la qualité logicielle. Et donc, c'est en lien avec le développement. Et je vais donc laisser Cédric vous présenter ce métier qui en connaît bien plus que moi. Oui, alors le métier de qualité logicielle, c'est ce qui est très visible vis-à-vis des métiers. Il ne faut pas perdre de vue à quoi ça sert une application. Une application, on ne fait pas des applications comme ça pour se faire plaisir, on fait une application pour servir un métier. Donc le métier, ce qui retient quelque part l'application, c'est est-ce qu'elle bug ou est-ce qu'elle bug pas. Donc l'ingénieur qualité logicielle, il est là pour s'assurer que tous les développements vont être de qualité et qu'il n'y aura pas de bug, si je fais très, très court. Sauf qu'une application, ça ne vit pas tout seul dans son écosystème. Une application, eh bien, elle est interconnectée à plein d'autres applications. Donc de plus en plus, eh bien, les tests, il va falloir les faire au niveau des développements, mais il va falloir faire ces tests aussi, s'assurer que on va garder, on ne va pas avoir de bug quand je vais connecter deux applications l'une avec l'autre. Et puis, vous avez peut-être entendu parler de développement agile, hein. Le développement agile, vous savez, on fonctionne par itération. Donc, je fais un petit bout d'application, puis après, je fais une deuxième itération, puis je fais une troisième. Mais à chaque fois, quand je fais ma troisième itération, il faut m'assurer que tous les tests que j'avais mis en place pour m'assurer qu'il n'y ait pas de bug sur la première itération, il va falloir les rejouer. Alors, comme dans l'informatique, on est un métier qui est on est somme toute assez feignant, eh ben, on aime plutôt automatiser. Et donc, il y a tout un pan de l'ingénieur qualité qui est lié notamment à l'automatisation des tests. Comment je vais programmer un robot type SquashTM, Selenium, effectivement, il y en a d'autres, hein, il y en a plein qui proposent des solutions, pour pouvoir justement automatiser mes tests et à chaque nouveau développement ou chaque nouvelle version, pouvoir rejouer tous les tests qui ont été faits. Donc on n'est plus dans du test où je teste au pif, etc. C'est pas ça le test. Il y a toute une science aujourd'hui, il y a toute une stratégie. Qu'est-ce que je vais tester? C'est pas uniquement du test fonctionnel, c'est du test de performance. Et est-ce que mon application, elle s'affiche bien sur l'ensemble des tests mobiles? Donc c'est tout ça. Et donc c'est très très vaste aussi la partie qualité logicielle. Et en ce moment, c'est très 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 demandé aussi au niveau de nos clients. Alors Cédric, nous avons quelques questions intéressantes. Quelqu'un qui a travaillé dans l'informatique mais a dû arrêter 8 ans pour cause de maladie, peut-il être considéré en reconversion s'il revient sur le marché du travail? Je dirais que ça dépend des technologies. En tout cas, il y a 8 ans, les technologies en 8 ans ont beaucoup évolué. L'avantage, c'est le fait d'avoir
un passé. Après, il faudrait voir exactement dans quel domaine. Mais si c'est dans le domaine du développement, typiquement, on est passé des développements cycle en V, mais l'agilité, on en parlait déjà il y a 10 ans. Hein. Donc, il y a 8 ans, il y a de fortes chances que la personne connaisse sur la partie développement, peut-être ait déjà touché un peu le concept de l'agilité. Maintenant, je dirais, tous nos clients souhaitent développer en mode agile. Si c'est sur des postes plutôt en mode sur de l'infrastructure, que ce soit administrateur base de données, administrateur Linux, ça, je dirais quelque part, il n'y a pas de souci. Il faudrait pouvoir se reconvertir, donc acquérir des nouvelles couches, peut-être vers le DevOps, justement, parce que c'est le métier. Aujourd'hui, tous les administrateurs Windows, Linux, base de données, etc., s'orientent de plus en plus vers des métiers dits d'infracodeurs, hein, donc tous les métiers de DevOps qu'on pouvait présenter tout à l'heure. Je pense que c'est ça. Le gap ne sera pas si important que ça. Il y a certes des nouvelles technologies, mais il y a un fond qui est là, et je pense qu'il peut être intéressant à développer. Alors, il y a encore énormément de questions. Je vous propose, on finit notre présentation et après, on va revenir aux questions qui sont très intéressantes. Alors, là, le dernier métier dont on voulait vous parler, c'était le développeur. Parce que Jack, lui, il a choisi le monde du développement. Et en fait, c'était simplement parce que le développement, ce n'est plus ce qu'il était, il y a quelques années, même plusieurs années. C'est plus quelqu'un qui travaille tout seul dans son coin, comme on pourrait dire. Il travaille en équipe et il va participer au développement, mais il ne sera pas tout seul à développer. Et c'est plus des lignes de code par milliers, où quand ça marche pas, il faut prendre chaque ligne pour regarder où est-ce qu'il manque le point-virgule qui fait que ça ne fonctionne pas. Non, plus du tout. Aujourd'hui, les produits ont énormément évolué. On va même maintenant jusqu'à faire du développement dit low-code, où on n'a même plus besoin, entre guillemets, de connaître un langage type Java ou autre pour pouvoir faire du développement. C'est un métier que je connais. Alors, le low-code, effectivement, c'est ma marotte en ce moment aussi. Hein. Donc, on travaille beaucoup avec Microsoft, Power Platform, Power Apps. C'est effectivement les nouveaux outils qui permettent, c'est des systèmes de drag and drop où je vais prendre ma fenêtre, je vais la glisser. C'est très visuel. Hein, et puis, je vais, via des workflows, toujours de manière visuelle, je vais paramétrer mes règles métiers, etc. Donc ça, c'est des outils qui vont nous permettre de développer des applications web, des applications mobiles, et donc qui peuvent vraiment accélérer les développements. Donc effectivement, c'est plus de la ligne de code. C'est presque des Lego maintenant le développement. Donc je vais assembler tout un tas de composants déjà existants, et puis tout ça, ça va me fabriquer mon application. C'est intéressant ces composants d'aller les chercher aussi chez les éditeurs. C'est des éditeurs qui peuvent être spécialisés hein, sur du langage naturel, des choses comme ça. Donc, c'est hyper vaste. Et ce qu'on aime bien chez les développeurs, c'est justement la curiosité, c'est la créativité. Peut-être qu'on souhaite justement avoir développé une application parce que les métiers pensaient comment dire, les métiers pensaient développer comme ça, mais la créativité justement du développeur, c'est de pouvoir proposer ces nouveaux modules en disant, mais attendez, vous pensiez faire comme ça, mais il y a peut-être une façon beaucoup plus élégante et beaucoup plus user-friendly qui peuvent être proposées au métier. C'est pour ça que de plus en plus, avant le développeur, il était tout seul dans son bureau. Maintenant, on fait j'en parlais tout à l'heure, hein, les doubles pizza team ou les feature team, où on met des métiers. Une équipe, c'est plus des développeurs tout seuls. Une équipe, c'est des métiers, c'est des business analysts, donc les fameuses personnes qui font la traduction entre les métiers et puis le développeur, et puis les développeurs. Et tous ces gens-là participent à la création en fait de l'application. Donc on est plus dans un silo où il y a les métiers d'un côté, les business analysts de l'autre, et puis les développeurs de l'autre côté. Maintenant, on met tout ça vraiment en une équipe pour s'approcher au plus vite de la valeur métier. Voilà, on a fait le tour un petit peu des principaux métiers dont on voulait vous parler. Alors là, vous avez un petit sondage. On aimerait savoir un petit peu par rapport aux métiers dont on vous a parlé, s'il y en a un qui a plus retenu votre attention qu'un autre. Est-ce qu'on est toujours dans cette dynamique de la data ou est-ce et moins sur la partie cloud, ou est-ce que d'un coup cette présentation a un petit peu fait évoluer votre vision des choses? Alors, je vous laisse quelques secondes pour répondre. Qui devrait arriver. Sandrine. Et puis ensuite, nous finirons notre présentation avec un petit peu les profils recherchés par les entreprises lorsque l'on est en mode de reconversion. Et puis ensuite, on passera à vos questions qui sont nombreuses.
Ah, le testeur logiciel a retenu l'attention. Donc, l'ingénieur qualité logicielle. Bravo, Cédric. J'ai bien vendu, merci. Parce que, effectivement, c'est un métier qui est très très demandé, la qualité logicielle. Et il suffit, en fait, c'est tout bête, hein, il suffit simplement de regarder l'App Store, et puis vous regardez les commentaires, vous voyez tout de suite la démarche qualité, si elle a été mise en place ou pas. Donc, pour notre dernière partie, donc effectivement, comme on vous l'a présenté, le monde de l'informatique est un monde où il y a possibilité pour vous de vous reconvertir. Et donc, la grande question qui va se poser, effectivement, c'est quels profils vont rechercher les entreprises quand on est en mode reconversion, puisque vous n'arrivez pas avec un diplôme dans l'informatique. Eh bien, tout à l'heure, Cédric a commencé à vous en parler. Votre expérience passée va être très intéressante pour eux. Cédric, vous voulez compléter par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure? Ouais, je pense que j'ai déjà bien développé la thématique. Donc, voilà. on peut avancer sur le sujet. Voilà. Et donc, en fait, l'autre point qui va être très important pour les entreprises, c'est vos soft skills. Parce que la technique, il y aura toujours possibilité de l'apprendre en suivant des formations et les entreprises, à partir du moment où elles détecteront un profil qui les intéresse, seront prêts à l'accompagner pour le monter en compétences s'il manque certaines compétences techniques ou autres. Mais les soft skills, c'est capital et les entreprises qui vont vous recruter par rapport à des profils en reconversion, c'est sur ces sujets-là qui vont venir regarder davantage. Et quelque part, parfois, ils peuvent même préférer prendre quelqu'un avec des soft skills et peut-être un petit peu moins de technique que quelqu'un qui a plus de technique mais moins de soft skills. N'est-ce pas, Cédric? Je confirme, je confirme, c'est très, très, très important, surtout dans les nouveaux modèles de travail qu'on peut voir développer maintenant, hein. Je parlais tout à l'heure de l'agilité. Aujourd'hui, quand vous travaillez, alors j'ai beaucoup parlé des pizza teams, mais juste pour vous expliquer un petit peu d'où ça vient. Les pizza teams, ça vient de chez Amazon, hein, où le chef du département développement d'Amazon a dit un jour, bon ben, pour développer en agile, c'est des équipes qui doivent pas être plus grandes que, enfin, ça doit tenir sur 2 pizzas à midi. Donc, c'est entre 5 et 10 personnes, c'est ça que ça veut dire. Mais voilà, maintenant, aujourd'hui, on fonctionne beaucoup comme ça. Donc, des équipes composées, donc pluridisciplinaires, avec des personnes qui connaissent très bien les métiers, des personnes qui connaissent très bien le développement. Et toutes ces personnes doivent discuter ensemble. Donc, on laisse beaucoup de place à la discussion, on laisse beaucoup de place justement à la collaboration entre différents secteurs de métier. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, à un moment, il faut qu'un développeur soit capable de parler à un métier. D'où l'importance en fait des soft skills. Et peut-être des fois plus importante, effectivement, comme le mentionnait Odile, que la technique. La technique, on y arrive toujours, on fait des formations, on arrive à développer la technique. Les soft skills, des fois, c'est un peu plus important parce qu'il va falloir trouver des compromis. On va avoir un métier qui va nous dire, bah, moi, je souhaite faire ça. Et puis les développeurs qui vont dire, ouais, mais moi, je ne peux pas le faire parce que ce n'est pas possible techniquement, etc. Et il va falloir arriver à un consensus petit à petit qui va solliciter énormément les soft skills. Donc oui, très, très important la partie soft skills. Alors, nous avons quand même un certain nombre de questions qui nous sont arrivées. Un certain nombre d'entre elles portent sur comment faire pour se reconvertir. Donc, du type, est-ce que Capgemini Sogeti aide à la reconversion? Comment faire pour se reconvertir? Est-ce qu'on s'adresse directement aux ESN? Alors, on peut en partie, nous, en tant qu'organisme de formation, vous répondre qu'il y a effectivement des parcours de retour à l'emploi qui s'adressent en particulier aux demandeurs d'emploi et qui sont accessibles via Pôle emploi. Et après, d'un point de vue direct avec les ESN, là, je laisse Cédric répondre s'il l'a décompté. Ouais, nous, on passe principalement justement par les dispositifs POE, hein, donc les dispositifs effectivement que présentait Odile, donc les dispositifs qui permettent les retours à l'emploi. Nous, on accompagne notamment, puis on passe par des organismes de type Global Knowledge, justement pour aller créer ces cursus et puis s'assurer que les cursus correspondent bien aux besoins de Sogeti Capgemini. Donc, c'est principalement par là. En direct, on en fait un petit peu, mais ce n'est pas le gros de nos recrutements, hein, très clairement. Alors, en quelques mots, pour ceux qui ne seraient pas des habitués du parcours opérationnel à l'emploi, en fait, ce sont des parcours de 57 jours qui permettent de se former au métier et qui permettent effectivement d'aller vers un nouveau métier en accompagnement d'une entreprise. Donc, j'ai une question qui me demande si il y a toujours ce décalage de la réalité du marché, c'est-à-dire l'offre qui est présentée au niveau de Pôle emploi, par exemple, et la vraie réalité, à savoir, est-ce que
l'exigence des recruteurs, le sacro-saint statut d'ingénieur et l'attachement au diplôme en France. Est-ce que c'est toujours aussi vrai dans le monde de la reconversion informatique? Je pense que c'est de moins en moins vrai, très honnêtement, parce qu'aujourd'hui, quand on regarde même les dispositifs de POE qu'on utilise très massivement hein, côté Sogeti, eh bien, c'est des personnes qui n'ont pas eu des diplômes d'ingénieur informatique, et très loin de là. Et on a énormément de personnes qui étaient dans d'autres filières. Et donc, c'est même de plus en plus maintenant, on regarde les recrutements des personnes qui ont des bac plus 2, bac plus 3. Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'on ne veut pas se limiter à des bac plus 5. Il y a une telle demande que je dirais que n'importe quelle personne qui serait motivée, nous, ce qu'on demande, c'est surtout c'est d'avoir des personnes motivées. Parce que, et je sais très bien, avec des personnes motivées, on arrive vraiment à faire à peu près tout ce qu'on veut. Donc, on a des belles choses à proposer. Donc, je pense avant tout, c'est la motivation. Si vraiment vous êtes motivé, il n'y a pas de barrière, vraiment. Hein. Alors, la question, c'est quelqu'un qui aujourd'hui est analyste crédit, qui est en rupture conventionnelle, qui souhaite s'orienter dans l'informatique. Est-ce que on peut l'aider à s'orienter? Alors, si sa question est de savoir, il est un petit peu perdu, entre guillemets, dans la jungle des métiers, nous, en tant qu'organisme de formation, effectivement, vous pouvez nous contacter et on pourra discuter avec vous pour vous aider. Et c'est aussi un petit peu l'objectif de cette présentation aujourd'hui, c'est de vous démystifier un petit peu ce que c'est que ce monde de l'informatique et ce qui s'y cache derrière, même si c'est pas en 45 minutes qu'on peut tout résoudre. Alors, la question d'après, c'est sur l'écologie. Très intéressant. Est-ce que les mesures écologiques qui vont arriver vont avoir un impact sur le marché de l'IT? Est-ce que ça va rétrécir le marché ou quid du green IT et du green computing? Alors, ça va pas le rétrécir et c'est des tonnes de projets qui nous attendent. Alors, tout ce qu'on appelle la sustainability hein, chez Capgemini, ça fait partie du premier enjeu que Capgemini, donc c'est porté au plus haut niveau hein, de Capgemini, donc des 350 000 personnes, avec un engagement de Capgemini et de Emmanuel Nezat, donc le patron de tout Capgemini, de réduire sensiblement tout ce qui touche aux émissions carbone. Après, l'impact sur l'IT, ben, c'est l'ensemble des projets qu'on peut délivrer pour nos clients. Alors, il faut savoir, j'ai beaucoup insisté sur le cloud, mais aujourd'hui, le cloud, c'est carbone neutral. Donc, l'ensemble des cloud providers, les gros, hein, je parle Google, Microsoft, Amazon, sont déjà carbone neutral. Donc, ça veut dire qu'on a énormément de clients qui ont une politique RSE assez forte dans leur entreprise, qui souhaitent migrer leurs applications au sein du cloud, justement, pour réduire l'empreinte carbone, leur empreinte carbone. Si je vous prends juste un exemple, quand vous sollicitez des applications de billetterie, typiquement, ou le Black Friday, je vais faire mes courses chez Boulanger, je vais faire le Black Friday, enfin le jour du Black Friday. Derrière, c'est énormément de sollicitations qui sont faites en même temps, à la même journée. Et donc, ça nécessite d'avoir des infrastructures démentielles pour supporter ce pic qui dure une journée. Et donc, on n'est pas du tout dans la sobriété numérique. Ce que la promesse aussi des cloud providers, au-delà de la consommation et la performance énergétique de tous leurs data centers, c'est aussi de proposer des solutions scalables et sur mesure. Et le jour où j'ai un pic de consommation, eh bien, je vais consommer beaucoup, mais ça sera uniquement cantonné à ce jour. Et puis après, j'ai des infrastructures qui vont se réduire automatiquement. Et donc, je vais aller vers la sobriété numérique, c'est-à-dire je vais consommer juste ce dont j'ai besoin. Donc oui, c'est un gros enjeu et c'est des tonnes d'opportunités chez nous. On est en train de sortir le green testing. Hein. Est-ce qu'aujourd'hui mes applications ne vont pas consommer trop de ressources? On fait énormément de certifications autour de l'éco-conception, autour des architectes green. Justement, on parlait de la filière architecte, mais les architectes green, comment je vais concevoir un système d'information qui ne va pas trop consommer. Et donc, c'est tout un art, c'est tout un tas de choses et ça nécessite de repenser l'intégralité des applications. Alors, la question suivante est: est-ce que le métier de pentester hacker éthique est-il accessible pour une reconversion quand on vient d'un milieu qui n'est pas IT? Alors, moi, personnellement, je dirais que ça dépend de la durée de la reconversion.
Alors et puis ça dépend un petit peu de l'appétence aussi, à savoir est-ce que je veux être pentester, hacker éthique en ayant zéro notion d'informatique, ou est-ce que l'informatique c'était aussi une passion en dehors. Alors j'étais en dehors du secteur IT, j'avais cette passion un peu au niveau de l'informatique, et j'ai développé des compétences. Donc je pense qu'il faut regarder ça, parce que pentester, hacker éthique, ça reste des compétences qui sont assez poussées, hein, d'un point de vue compétences. Donc si je enfin, si j'étais en dehors d'un secteur IT et que j'ai zéro notion de compétences, enfin, si j'ai zéro notion d'informatique, on part d'assez loin en fait. C'est des métiers qui nécessitent beaucoup d'expérience. Alors, j'ai fini une thèse en sciences humaines et voulu faire la reconversion. Est-ce qu'une formation continue est recommandée par rapport à l'auto-apprentissage en ligne? C'est une bonne Alors, question. l'auto-apprentissage en ligne, c'est bien. Les formations continues, ça a le mérite de pratiquer en fait. Et je pense que on atteint des limites des fois sur des formations en ligne, s'il n'y a pas quelqu'un qui va pouvoir vous guider. Nous, on l'a mis en place notamment sur des formations au sein de Sogeti. C'est important de pouvoir mettre en application ce que j'ai pu voir sur de l'auto-formation. Donc, je pense que c'est un vrai plus, en tout cas, la formation continue, parce que ça va vous permettre de pratiquer, très clairement. Je suis dans la gestion de l'environnement et développement durable. Pour une reconversion en informatique, quel métier dois-je choisir pour une bonne orientation? J'aurais tendance à dire que ça dépend aussi un petit peu de votre appétence par rapport à l'informatique. C'est comme ça compliqué de répondre à votre question. Ouais, alors, faut savoir quand même qu'on a pas mal d'offres, de nouvelles offres, hein. On travaille, je fais partie de groupes de travail, notamment au sein de Capgemini, pour développer un ensemble d'offres autour de la sustainability et de tout ce qui est développement durable. On souhaite, donc j'en parlais, hein, c'est l'éco-conception, etc. Mais on souhaite aussi proposer des services à nos clients pour pouvoir réduire les émissions carbone. Donc je pense que toutes les bonnes idées aujourd'hui sont à prendre. Il y a une branche conseil qui existe au sein de Capgemini qui s'appelle Invent, hein, qui est vraiment dédiée justement autour des réflexions autour de ça. Donc peut-être ça vaut le coup aussi de les solliciter en disant vous présentez votre parcours, vous donnez vos compétences et travaillez vraiment sur des offres autour des services qu'on peut rendre à nos clients pour limiter leur empreinte carbone. Et là, je sors du cadre de l'IT, hein. On parle vraiment, l'idée, c'est vraiment que l'IT puisse proposer des services qui vont permettre de réduire ses émissions carbone. Ça peut être une voie, très clairement. Alors Cédric, la question suivante est pour vous. Quels sont les prérequis pour devenir ingénieur qualité logicielle? Je pense que on peut très vite commencer. Comment dire? Il y a pas forcément de compétences à avoir de développement, etc. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est plutôt des personnes qui ont une approche très qualité. Donc même si vous avez eu un passé autour de l'assurance qualité de manière générale, hein, je ne parle pas forcément dans le domaine de l'IT, ça peut nous intéresser. Donc c'est des personnes qui sont rigoureuses, c'est des personnes qui vont pouvoir. Donc c'est beaucoup de soft skills, hein, ça tombe bien, on a la planche sous les yeux. C'est beaucoup de soft skills, c'est c'est de la méthodologie, comment je vais constituer mon patrimoine de test. Après, nous, on sait faire monter en compétence justement sur ces métiers-là. Et puis après, on peut très vite, donc c'est du test fonctionnel, hein, très souvent, et très souvent on commence par là, le test fonctionnel. Donc je vais tester les fonctionnalités d'une application, donc ça ne nécessite pas de compétences techniques très approfondies. Et puis très vite, on va pouvoir basculer sur ces fameuses compétences techniques, petit à petit, hein, et progressivement, pour pouvoir aller plutôt sur de l'automatisation, etc. Donc, sachant qu'on parlait tout à l'heure de low-code sur le développement applicatif, on a des solutions low-code qui nous permettent de faire de l'automatisation aussi. Donc, on peut très bien s'orienter sur du test fonctionnel pur et dur, sans avoir de compétences techniques, et puis peut-être basculer petit à petit sur ces solutions dites low-code, type Tosca, Tricentis, etc., qui vous permettent, c'est des recorders, hein, donc vous allez quelque part manipuler votre application, et ça va enregistrer ce que vous faites au niveau de l'interface de l'écran, et puis ça va pouvoir le rejouer automatiquement. Allez, on va répondre encore à 2 questions et puis après, nous allons vous laisser parce que nous avons écoulé notre temps depuis déjà quelques minutes.
Business analyst a retenu mon attention, pardon. Pensez-vous, sans aucune expérience, est-ce jouable? Je suis sûre que vous en avez une, mais certainement pas dans le monde de la business analyst. C'est certainement sur votre expérience passée qu'on pourra s'appuyer pour vous emmener vers le monde de la business analyst, n'est-ce pas? Ouais, tout à fait. Ouais, je pense que le business analyst, c'est quelqu'un qui comprend avant tout un métier. Donc après, aller expliquer comment on va rédiger des spécifications fonctionnelles, je pense que ça, c'est de la méthodologie et ça peut s'acquérir. Donc ce métier, au contraire, je pense que toute connaissance d'un métier est un vrai plus quand on souhaite s'orienter sur un métier de business analyst. Et la dernière, pourriez-vous nous donner un avis sur les makers no-code? Je n'ai pas d'avis. Les makers, pouvez-vous... makers. Ah, sur les makers, nous donner un avis sur les makers no-code. Alors, l'utilisation du no-code, il y en a deux. Hein. C'est ce qu'on appelle le citizen development. C'est quelque part comment je vais proposer au métier, les business analysts typiquement, ou même directement au métier, comment je vais leur proposer un outil qui va permettre de développer même les applications. Ça permet de désengorger quelque part les demandes de projets de développement applicatif au niveau des systèmes d'information. Donc toutes les petites applications très simples, un écran, une règle métier, etc., eh ben, on confie ça au métier. C'est une sorte de shift left qu'on va opérer vers les métiers. Et après, il y a une deuxième catégorie qui sont ce qu'on appelle les app makers. Donc, j'imagine que c'est ça, hein, les makers no code. Les app makers, c'est les personnes qui, au sein de la DSI, vont utiliser ces outils no code. Et c'est plus trop du no code, mais c'est plutôt du low code, en fait, pour pouvoir accélérer le développement applicatif. Aujourd'hui, vous faites du développement .NET, eh bien, on a des très très bons développeurs low-code aujourd'hui qui sont issus du monde .NET, qui utilisent la Power Platform pour développer les applications. Et en fait, quand on entend low-code, eh bien, derrière, il peut y avoir des tonnes de code parce qu'il y a toutes les API à développer, il y a tous les connecteurs avec le reste du système d'information. Et il faut le considérer plutôt comme un accélérateur. En tout cas, ce que nous dit le Gartner, hein, c'est que d'ici 1 ou 2 ans, il y aura plus de 30% des applications, et plutôt les applications frontales qui seront développées via ces technologies, que ce soit, alors en tête, on retrouve la Power Platform, mais on retrouve des solutions type Mendix, OutSystem. On a énormément de demandes vis-à-vis de nos clients justement pour déployer ces solutions-là, ce qui va permettre d'accélérer les développements et de pouvoir proposer au métier beaucoup plus d'applications qui dépassent même la capacité des DSI à développer les applications. Bien, écoutez, je pense qu'on a fait le tour à peu près d'une partie des questions. Certainement que nous n'avons pas répondu à toutes les questions. Un grand merci, Cédric, pour toutes vos informations et la richesse de vos interventions. Je vous souhaite à tous une bonne continuation et n'hésitez pas à nous recontacter par d'autres biais pour répondre à d'autres questions. Une belle fin de soirée à tous. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.